Alors bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans sa totalité évolue vers son ultime perfection. Alors en gros, on construit, pour schématiser, on construit sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, ça prendra encore quelques siècles d'évolution, mais c'est notre orientation, c'est l'orientation de l'humanité, à mon sens, hein. Voilà. Euh, alors après, cette réflexion, cette finalité concerne les siècles à venir. Il faudra peut-être 2, 3, 4, 10 siècles pour atteindre cet état. Mais l'humanité, elle a le temps. C'est nous qui sommes pressés, on voudrait voir, comprendre, si vrai, voilà, on a besoin de, de certitude pour croire aux choses. Mais euh, et nous, nos certitudes devant nous, elles ont la limite de nos existences, une centaine d'années. On arrive un peu à comprendre les choses dans ces... on peut se projeter sur 10, 20, 50 ans, mais c'est encore très difficile de se projeter comme ça. Mais se projeter dans 3, 4, 5 siècles, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est une analyse rationnelle, hein, mon travail. C'est pas euh, voilà, c'est pas quelque chose qui serait juste le, une réflexion sans que ça soit un peu creusé. Voilà. Alors après, évidemment, tous les points de vue sont, ça peut être contestable. Rien que le fait d'essayer d'analyser un monde dont on ne peut absolument pas euh, qu'on ne peut absolument pas prédire. C'est pas plus qu'il y a 5 ou 6 siècles, les êtres humains pouvaient imaginer le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais voilà, je pars du principe que nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs. Si on trace une ligne d'évolution entre les primates que nous étions et nous, et si on prolonge cette ligne dans le futur, eh bien on atteint un état de perfection, c'est-à-dire le paradis, c'est-à-dire la paix universelle, la fraternité absolue, un fonctionnement totalement universel, la fin des frontières, etc., etc., et l'accession au bonheur suprême. Alors, j'ai décidé de ne pas mettre ma tête là parce que d'abord je suis fatigué, donc grippé, et, euh, et puis c'est quand même plus agréable de voir se dérouler un de ces vieux films de Hitchcock. Voilà. Alors, je vais lancer la vidéo sur laquelle je suis en train de travailler, pas la vidéo, mais l'audio, le régime des passions sur Plotin et l'extase. C'était une émission de France Culture avec Gwenaël Aubry. Donc je relance l'écoute et puis je digresse et voilà, je commente éventuellement. Plotin et l'extase, c'est quelque chose qui me parle, et justement quand je dis l'humanité va vers sa perfection, ce dont parle Plotin dans son expérience extatique, que j'ai fait aussi de façon accidentelle, eh bien c'est quelque chose de très important pour comprendre justement pourquoi on va vers cet état de perfection, pourquoi la perfection vers laquelle nous allons inclut l'extase, euh, voilà, cet état extatique. De quoi faut-il se purifier Mais avant d'y venir, juste une question, c'est une question que je me suis toujours posée, donc je suis content de vous la poser à vous. Imaginez que vous soyez devant une fenêtre, hein, et cette fenêtre ouvre donc sur le monde extérieur. Vous regardez le monde extérieur, vous avez, depuis votre fenêtre, le spectacle sous les yeux, le spectacle à peu près infini d'un horizon, d'un monde extérieur, d'une infinité de vies qui ne sont pas la vôtre. Et en même temps, le spectacle que vous avez sous les yeux
est sans cesse opacifié non seulement par la vitre, mais également par votre reflet dans la vitre. Et est-ce qu'on peut comparer ces deux extases plotiniennes à la différence qu'il y a entre le fait de regarder le monde extérieur depuis derrière une vitre, alors qu'il est qu'on est soi-même derrière la vitre, ou bien le fait d'avoir son propre regard attiré par son reflet qui recouvre du coup le spectacle du monde extérieur. Oui, oui, absolument. Sauf que ultimement, il n'y a plus, ultimement, c'est-à-dire dans l'expérience ultime de l'un, mais même dès avant dans celle de l'intellect, il n'y a même plus d'un côté le monde et de l'autre vous qui le regardez. C'est-à-dire que toute distinction s'annule entre le sujet et l'objet. Il y a un texte très beau et très, très fou aussi de Plotin qui dit que dans l'intellect, plus personne on ne peut plus dire « jusque-là, c'est moi », ce qui est une phrase absolument fascinante. Voilà, et bien sûr, il y a quelque chose, c'est pour ça que l'extase n'a rien à voir avec toutes les définitions qu'on peut donner quand on n'a pas vécu cet état d'extase ou quand on n'a pas compris réellement ce que ça veut dire, cette extase. L'extase, c'est la fusion avec l'ensemble. L'esprit n'a plus de personnalité. L'extatique n'a plus de personnalité, n'est plus le personnage qu'on est tous dans la vie ordinaire, dans la conscience ordinaire. Je suis monsieur un tel, j'habite tel endroit, je pèse tant, je mesure tant, je suis voilà j'ai telle qualité, tel métier, etc. Toutes ces valeurs qui servent à nous déchiffrer dans le monde ordinaire, tout ça, ça n'a plus aucune importance dans l'état d'extase, parce qu'on est dans un état de contemplation absolue, d'immédiat, d'amour absolu. Donc, même si ça existe, ces choses, mais il n'y a aucun impact sur le fait de vivre. Et donc, dans cet état, il n'y a pas de vitre, même si on était derrière une vitre, on aimerait la vitre, on serait on serait dans un état de jubilation envers la vitre, envers ce qu'il y a derrière la vitre, envers ce qu'il y a dans la vitre, etc. Donc tout ça, c'est dépassé au niveau de... L'objet est dépassé en réalité. La vitre, c'est dans le monde ordinaire. Oui, dans le monde ordinaire, quelqu'un, par exemple, comme moi, qui a des difficultés de contact humain par rapport à mon enfance, eh bien, je me sens comme dans une vitre, derrière une vitre, où je peux pas j'arrive pas à briser cette vitre pour rentrer en relation tranquille avec les autres êtres humains, parce que j'ai été maltraité, machin, mon corps a été abîmé. Et donc, il s'est protégé derrière un type de vitre. Mais ça appartient au monde ordinaire, ça appartient au moi égotique, au moi ordinaire, à la conscience ordinaire. Quand j'ai vécu cette semaine d'extase, ça n'avait plus cours du tout. Je pouvais prendre mon fils dans les bras, je pouvais prendre n'importe qui dans les bras, parce qu'il n'y a plus non plus de sentiments négatifs ou positifs ou autres. C'est des choses qui se font de façon... Tout devient absolument naturel. Donc en réalité, dans cet état-là, j'avais perdu toutes mes pathologies. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'assez incroyable dans l'évolution de la... Pourquoi on va vers cet état de perfection. Si on va dans cet état de perfection, c'est aussi parce que ça résout tous les problèmes de pathologie, ça résout tous les problèmes de peur, ça résout tous les problèmes de santé, ça résout... Je pense que cet état, l'état d'extase, c'est un état complètement incroyable que l'humanité n'a pas encore réellement, qu'elle commence à peine à étudier. On ne peut plus dire jusque-là c'est moi. On a un autre texte sur l'un qui est symétrique. Plotin dit l'âme, au moment où elle l'approche, ne peut pas dire c'est lui. Alors, c'est lui, c'est après qu'elle le dit, c'est sa joie qui le dit.
Maintenant, l'extase, à l'inverse, l'extase dont parle Rousseau correspondrait à ce que vous venez de décrire là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement... Là, pour le coup, on n'est pas du tout dans cette espèce de projection hors de soi. C'est juste l'inverse. C'est une espèce d'extase égotiste. C'est Henri Chez Rousseau ? Oui. Mais mais dans ce moment-là, ce sentiment d'exister n'est pas conscience de soi. On se laisse aller, il ne sait plus comment il s'appelle. Ça dure pas longtemps chez lui. C'est en même temps une espèce de, tout à coup, d'extrême proximité avec les mouvements de l'intériorité. Et du même coup de présence accrue au monde. Oui, je crois vraiment que cette... Gouillet dit ça quelque part, et je pense Henri Gouillet. Et Bataille le dit aussi. Enfin, Bataille ne le dit... Enfin, on y viendra peut-être. Il ne le dit pas exactement, mais il fait un récit d'extase manquée, qui est finalement une extase rousseauiste. C'est ce que Bataille appellerait une extase de propriétaire. C'est-à-dire qu'au dernier moment, ou même peut-être tout du long, il y a quand même toujours quelque chose comme un jeu, quelque chose comme un moi, qui est là pour dire, voilà, c'est tout de même moi qui suis en train de faire cette expérience. Voilà, et dans l'état d'extase, le moi a disparu, on ne se pose plus du tout cette question. C'est pendant cette semaine d'extase, je ne me suis pas posé la question de ce qui se passait, je ne savais pas ce que je vivais. Je vivais cet état d'extase, je l'ai compris en sortant de l'extase, quelques semaines après, quand j'ai réfléchi à ce que j'avais vécu, mais dans l'état d'extase, il y a plus, on est totalement débarrassé du moi en somme. Il y a plus, on se voit plus faire ça, on se voit plus être en extase. On incarne l'extase, on est incarné. C'est pour ça que je dis que l'ego a disparu dans l'état d'extase. L'ego s'en va, ce qui fait que dans ma tête, là, il y a mon ego, il y a ce que je pense, ce que je suis, ce que j'essaye de faire dans cette vidéo. J'essaye de le faire le mieux possible. J'ai conscience de moi, j'ai conscience de ce que je suis. Mon ego est présent là, dans ce que je suis en train de faire, par exemple, dans cette vidéo. Donc je suis dans l'état de conscience ordinaire. Et dans l'état de conscience extatique, là, et donc mon ego est rempli mon esprit. Mon esprit est plein est rempli de cet ego. Dans l'extase, cet ego est parti. Il s'en va, l'esprit est vide. Et dans ce vide, c'est l'énergie du principe créateur qui prend la place. C'est le divin, en somme, qui prend la place. Et donc le divin vit à travers nous nous incarne, en somme, nous habite. Et là, il n'y a plus d'ego, c'est autre chose qui se passe. Et dans cet état, j'étais dans un état d'amour et de jubilation et de jouissance physique qui était inouï. Et donc, c'est ce qui m'a fait dire que ce qui a pris la place de mon ego, c'est ce divin-là, ces particules élémentaires immatérielles, ce qui a pris la place, c'est de l'amour en barre, c'est l'amour de façon absolue. Et c'est pour ça que quand les religions disent Dieu est amour, ou Dieu est, voilà, c'est l'essence de l'amour, je comprends tout à fait pourquoi ils ont dit ça. Très certainement, ils ont fait cette expérience d'extase. Et donc, ça leur a donné cette sensation que ce qui a pris possession d'eux, c'est de l'amour absolu, quoi. Et comme c'est inapparent, c'est pas un être humain qui rentre à l'intérieur de nous et qu'on pourrait toucher, etc., qui existerait. Donc, cet inexistant, eh ben, on peut le voir que comme de l'immatérialité et comme de l'amour en barre, comme l'essence de l'amour. Il n'y a pas cette espèce de pure projection dans une sorte de pur dehors où il n'y aurait plus de moi, ni même d'ailleurs d'extériorité, où une fois plus, cette distinction serait totalement annulée. Je vous trouve sévère avec Rousseau. Peut-être. Pour une fois. On ne peut pas être à la fois. Non, bon, soit. On ne peut pas être plotinien et rousseauiste à la fois. C'est comme aimer Proust et Céline. Mais c'est autre chose. Pour Plotin, l'extase, c'est quelque chose de fondamental.
pour Rousseau, c'est le fondamental n'en est pas là. Il n'a pas, même s'il a fait l'expérience extatique qui a duré, il n'en a pas fait son cheval de bataille. Il n'a pas fait tourner sa vie autour de ça. Par contre, Plotin, Platon, je ne sais pas encore, il y a tout un tas de philosophes qui ont expérimenté ça ou qui se sont penchés réellement sur l'état, sur l'extase, qui ont réfléchi à ça. Là, on est sur deux façons de voir les choses. Alors oui, elle est plotinienne et Raphaël Enthoven est rousseauiste. Et il est du côté de la conscience ordinaire, du côté de l'ego, de la façon de l'homme, alors qu'elle est du côté du spirituel, en fait, en s'intéressant avec cette passion à Plotin, elle comprend réellement ce que veut dire Plotin à ce niveau-là. Peut-être qu'elle a fait l'expérience extrême. De la nécessité d'un interprète sur cette scène. C'est Georges Claes qui va lire maintenant. Alors, 2 textes, là encore. Un texte de Plotin, extrait là encore de la 5e Énéade. Juste un mot avant que Georges compare un texte de Sebald que vous avez choisi et le texte de Plotin, enfin, nous donne à les comparer. Un petit mot quand même sur la structure plotinienne, les Énéades. Comment ça a été constitué, comment les traités ont-ils été rassemblés en 54 chapitres de cette manière par Porphyre. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, cette ambition systématique et à l'intention d'un lecteur curieux ou de quelqu'un qui, tout simplement éprouvant dans le cours de la vie ce genre d'extase, ce genre de moment, et croyant, parce que ces moments sont indicibles et que les mots ne suffisent pas pour le dire, qu'il est seul à l'éprouver, découvre, en nous écoutant peut-être, ou en croisant le chemin de Plotin, que ces expériences ont été décrites par quelqu'un, par un néo-platonicien du IIIe siècle après Jésus-Christ. Par quoi entrer dans les Énéades? Leur structure et un conseil de lecture. Ouais. Alors la structure est d'une certaine façon artificielle, non. C'est Porphyre, son disciple, qui a édité les œuvres de Plotin, et selon un ordre qui n'est pas l'ordre de composition, qui n'est pas un ordre chronologique, qui parfois l'inverse même radicalement, mais qui est justement un ordre initiatique dont la structure est calquée sur celle des initiations au mystère grec. Par exemple, le traité sur le beau qui est dans la première Énéade, 1-6, c'est le traité 51, c'est-à-dire qu'on est à la toute fin. En vérité, c'est un texte très tardif, mais on le trouve dans la première Énéade. Le tout premier traité de la première Énéade et l'avant-dernier que Plotin est composé. C'est surtout un ordre initiatique, voilà. C'est-à-dire qu'on s'achemine progressivement du sensible à l'un, dont traite les tout derniers traités, c'est-à-dire les traités de la 6e Énéade, en passant par l'âme, 4e Énéade, et l'intellect, 5e Énéade. Donc ces récits-là, ces récits d'extase, on les lit principalement dans les traités de la 5e et de la 6e Énéade. Et puis ils sont évidemment dispersés aussi dans les autres, puisque là encore il s'agit d'une expérience fondatrice, et notamment dans ce très beau texte qu'on a entendu tout à l'heure, qui est le texte liminaire du traité 4-8, mais qui d'une certaine façon vaudrait préliminaire ou préambule à la philosophie plotinienne tout entière. Vous avez parlé de Sebald, allons-y, car le temps presse, puisque nous ne sommes pas dans l'éternité, et il nous reste peu de temps. Georges, Sebald et Plotin. À peine arrivé à Prague, au numéro 12 de la Sporkova, j'ai retrouvé le lieu de ma première enfance, dont autant que je puisse le savoir, toute trace était effacée dans ma mémoire. Déjà, quand je remontais pas à pas la colline en sentant sous mes pieds les pavés disjoints de la Sporkova, j'ai eu l'impression que j'avais autrefois emprunté ces chemins, que la mémoire me revenait, non en faisant un effort de réflexion, mais parce qu'à présent, mes sens, qui avaient été si longtemps anesthésiés, à nouveau s'éveillaient. Et puis cette fraîcheur en pénétrant dans le hall du 12 de la Sporkova, et à l'entrée, la boîte de tôle encastrée dans le mur pour le compteur électrique avec le symbole de l'éclair qui foudroie, et l'odeur de calcaire humide, et l'escalier en pente douce,
Autant de lettres et de signes tirés de la casse des choses oubliées, me dis-je. Et j'en éprouvais une telle confusion, un mélange à la fois de bonheur et d'angoisse, que je dus plus d'une fois m'asseoir sur les marches de l'escalier silencieux et appuyer ma tête contre le mur. Il s'était bien écoulé 1 heure quand je sonnais à l'appartement de droite, au dernier étage, et que je me retrouvais devant Vera Risanova, qui fut ma bonne d'enfant. Le soir venu, Vera prit sur la petite table d'appoint près de son fauteuil une photographie de petit format et me la tendit. « Oui, dit Vera, après avoir ménagé une pause. C'est toi, là, Jaco. En février 1939, environ 6 mois avant ton départ de Prague. Tu avais eu le droit d'accompagner Agatha à un bal masqué donné dans la maison d'un de ses admirateurs influents, et pour l'occasion, on t'avait confectionné ce costume tout blanc. Jaco d'Austerlitz, page de la Reine des Roses, peut-on lire au dos, écrit de la main de ton grand-père. La photo était posée devant moi, mais je n'osais pas y toucher. Constamment tournoyèrent dans ma tête les mots « page de la Reine des Roses »,« page de la Reine des Roses », jusqu'à ce que, de très loin, leur sens vienne à ma rencontre et que j'aperçoive le tableau vivant de la Reine des Roses et le petit garçon portant la traîne à ses côtés. Mais j'eus beau m'efforcer ce soir-là, je ne parvins pas à me voir dans le rôle. Tout en moi était effacé par le sentiment accablant qu'il s'agissait là d'un passé définitivement révolu. Je me sentais percé par le regard interrogateur du page venu réclamer son dû. Ce soir-là, je n'ai pas eu la réaction que l'on aurait attendue. Je n'ai pas été ému ni bouleversé, mais muet et stupide, incapable de la moindre pensée. C'était une panique blanche qui s'emparait de moi, et rien d'autre. Aussi loin que je puisse revenir en arrière, j'ai toujours eu le sentiment de ne pas avoir été de place dans la réalité, de ne pas avoir d'existence. Et jamais ce sentiment n'a été aussi fort que ce soir-là, dans la Sporkova, lorsque j'ai été dévisagé par le regard du petit page de la Reine des Roses. Si, parce que l'un échappe à ta pensée, tu te trouves dans un état d'indétermination, tiens-toi précisément dans cet état et à partir de lui, regarde. Mais regarde sans projeter ta pensée vers l'extérieur. Car il n'est pas situé quelque part, laissant toutes les autres choses privées de lui, mais il est toujours présent pour qui peut le toucher, absent pour qui en est incapable. Il faut que l'âme, retirée de toutes les choses qui sont à l'extérieur, se retourne totalement vers l'intérieur. Et dans un non-savoir de toutes choses et de soi-même, il faut devenir possédé par lui dans la vision. Les âmes ont oublié... Voilà, alors il parle d'âme comme de la même manière que je parle du divin qui prend possession de nous. Lui, voilà, pour Plotin, ça va être l'idée de l'âme, mais peu importe, pour un moine, pour un sage soufi, il va parler d'Allah, etc. Il y a quelque chose qui prend possession de nous dans cet état-là. C'est ça qui est important à garder. Après, la définition, c'est que des termes. C'est le Dieu qui est leur père. Et elles sont aussi bien ignorantes d'elles-mêmes que de lui, alors même qu'elles sont des parties qui viennent de là-bas et qui lui appartiennent entièrement. Il faut tourner l'attention de l'âme vers l'intérieur. C'est comme si quelqu'un, dans l'attente d'une voix qu'il souhaite entendre, faisait abstraction des autres sons et ne prêtait l'oreille qu'à ce son qui, lorsqu'il parvient jusqu'à lui, est le meilleur de ceux qu'il perçoit. De même, il faut ici laisser de côté tous les bruits sensibles, sauf en cas de nécessité, pour maintenir la capacité de perception de l'âme dans sa pureté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a quelque chose que je n'ai pas
analyser de cette époque-là et que je peux analyser sous un autre angle. Depuis 2 ans, maintenant 1 an et quelques, j'ai pris conscience que j'étais normalement porteur de TSA, trouble du spectre autistique. Ce trouble du spectre autistique, en fait, il y a plein de petites choses qu'on ressent différemment. Par exemple, je suis extrêmement vulnérable au bruit. Le bruit, les sons, si par exemple je suis en train de manger, s'il y a quelque chose qui cuit, qui mijote, ou le micro-ondes qui tourne, je ne vais pas pouvoir manger correctement. S'il y a des choses, rien va me perturber. Ça peut être l'odeur, ça peut être des choses comme ça. Je suis hypersensible à ce genre de choses. Et bien, dans cet état d'extase, il n'y a rien qui m'indisposait. Il y avait du bruit où je me suis retrouvé à certains endroits. Je me suis toujours organisé pour être, sans le savoir, hein, sans réfléchir, je me suis retrouvé dans des endroits relativement calmes, paisibles, où je n'allais jamais. J'habitais justement là où se déroule ce film, voilà, sur la Côte d'Azur à Cannes. Donc, il y a quelque chose qui fait que j'étais à l'écoute de quelque chose d'autre. L'extérieur ne me gênait plus. J'ai croisé des gens, j'ai parlé avec des gens. Enfin, j'ai eu quelques interactions avec des êtres humains, mais il n'y avait rien qui me perturbait, alors que d'habitude, ça me perturbe en tant que trouble du TSA. Parler, communiquer avec des gens, ça m'est difficile. C'est une épreuve la plupart du temps. Et bien là, c'était plus du tout le cas. Voilà. J'essaye d'expliquer ces choses pour éclairer ce que c'est que l'extase. C'est pas pour faire genre, moi j'ai vécu ça, etc., etc. Non, il n'y a rien du tout de tout ça. C'est juste pour essayer de rendre audible maintenir cette la idée. capacité de perception de l'âme dans sa pureté, prête à entendre les sons de là-bas. Est-ce qu'on peut faire un lien entre ce que Sebald appelle la panique blanche et ce que Plotin désigne comme le fait d'être possédé? Encore une fois, c'est vouloir ramener, c'est là où c'est incroyable, c'est que, et ça c'est le cas des matérialistes, je vais dire, même clairement, voilà. Ils voudraient rendre ordinaire l'expérience extraordinaire de l'extase. C'est le mauvais principe. Ça veut dire il faut quelque chose qui puisse leur ressembler aux matérialistes purs. Mais c'est 2 mondes, c'est autre chose. C'est pas possible ça. Il faut se défaire de soi, se défaire de son esprit ordinaire pour pouvoir comprendre l'esprit extraordinaire qu'il y a dans l'état d'extase. Sinon, on ne peut pas. C'est pas possible. Voilà. Ben, je vais arrêter là pour cette vidéo. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à éclairer cet espace vidéo, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites. Vous pouvez travailler si vous voulez si vous avez des compétences pour développer l'espace mécanique universelle ou même l'espace YouTube, eh ben vous êtes les bienvenus. J'aurai beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Voilà, si vous avez des choses à dire, eh ben, ou des critiques à faire, n'hésitez pas. Vous pouvez écrire, laisser des commentaires, etc. Et puis vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà. Voilà tout. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Et merci de votre présence. Et voilà, même si de temps en temps, il y a un pouce qui se met ou des choses comme ça fait énormément plaisir et ça donne envie de continuer. Ou un commentaire. Et tout ça, c'est très très important. Pour moi, c'est ce qui
C'est ce qui m'aide à continuer. Merci, au revoir.